Alors, je vais essayer d'arranger le son. Madame, est-ce qu'il y aura un enregistrement de séance? Je vais faire l'enregistrement. Ceux qui n'entendent pas bien peuvent se déconnecter et se reconnecter. Bon, j'ai commencé l'enregistrement de la séance. J'ai commencé l'enregistrement de la séance. Alors, je vous demanderai de désactiver vos micros, s'il vous plaît, si vous voulez bien entendre. D'accord? Bien. Alors, on en était resté la dernière fois aux outils de la GPEC. On avait commencé par la notion d'effectif et on avait vu quelles étaient les différentes distinctions de la notion d'effectif et en quoi c'est important pour l'entreprise de faire ces distinctions. Si elle veut savoir exactement à un moment donné quels sont les effectifs sur lesquels elle peut compter, dont elle peut disposer, elle doit connaître justement ces différentes distinctions. Elle doit donc préciser ces différentes notions d'effectifs. C'est aussi pour des considérations légales. Par exemple, l'effectif fiscal. L'effectif fiscal, l'entreprise se doit de le déterminer pour la simple raison que c'est ce qu'elle doit déclarer, au niveau de l'administration fiscale pour le paiement de l'IR sur les salaires. D'accord? Et on avait vu ainsi ce que c'était la différence entre l'effectif théorique ou habituel, l'effectif inscrit, l'effectif initial, l'effectif permanent, l'effectif fiscal, l'effectif présent et l'effectif au travail. Donc, ce sont les éléments qu'on a vus et je vous ai dit, on peut aussi faire la distinction entre l'effectif féminin dont l'entreprise dispose et l'effectif masculin. Ça permet à l'entreprise de voir dans quelle mesure elle a, elle assure une certaine peut-être égalité en termes d'accès au travail ou pour des considérations tout autres, pour les conditions de travail. Quand on a une entreprise où il y a beaucoup de femmes, il faut tenir compte de conditions spécifiques. Je vais donner juste un exemple. Si vous avez dans les effectifs féminins, vous avez des femmes qui doivent travailler la nuit. Donc, l'obligation légale, c'est que l'entreprise doit pouvoir leur assurer le transport. Les femmes qui travaillent et qui viennent d'avoir un enfant, elles ont droit à une durée, 1 heure d'allaitement par jour, etc. Donc, ce sont des éléments qui permettent à l'entreprise de mieux connaître ses effectifs pour mieux ajuster ses actions, ses décisions concernant la gestion des ressources humaines. Donc, le deuxième outil de la gestion prévisionnelle et qui permet de faire un diagnostic des ressources humaines de l'entreprise, mais aussi de pouvoir projeter quelles vont être les ressources humaines disponibles dans l'entreprise à un horizon temps donné. C'est la pyramide des âges. D'accord? La pyramide des âges, qu'est-ce que c'est? Ben, la pyramide des âges, en fait, elle va représenter la répartition par âge et aussi par sexe. C'est pour ça elle est représentée de deux manières différentes, par âge et par sexe, de la population à un moment donné. Hein, à un moment donné, c'est-à-dire à un instant T, on va dire par exemple au 31 décembre de l'année 2020, l'entreprise peut voir
وكأن شيئا لم يكن. روينة دابا لا سيونس اللي كانت دارت في Il a ميس quitté. ما غاديش نشوفوها. روينة في الكوزينة. دابا لا سيونس اللي دارت في ميت ما غنشوفوهاش حنا اللي ما شافوهاش. Pourquoi il a quitté? علاش Je pense problème de connexion. Alors, je reprends. Je vous avais dit la dernière fois, on a... La dernière fois, on avait vu les outils, on avait commencé à voir les outils de la GPEC et on a vu le premier élément de clarification qu'on a apporté, c'est concernant la notion d'effectif. Qu'est-ce que ça veut dire GPEC? Et ouais, il fallait assister la dernière fois. J'ai longuement parlé de la GPEC. GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Comment l'entreprise va faire une gestion prévisionnelle de ses emplois, c'est-à-dire de combien de personnes elle va avoir besoin et de quelles compétences. La question de GPEC met l'accent sur le quantitatif, de combien d'effectifs je vais avoir besoin compte tenu de mes projets de développement ou compte tenu de ma stratégie ou compte tenu des changements de l'environnement. Et ces effectifs dont je vais avoir besoin, quelles compétences ils doivent avoir. C'est pour ça qu'on parle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pour mettre en œuvre cette gestion prévisionnelle, parce que je vous rappelle que l'objectif de la gestion des ressources humaines, c'est de permettre à l'entreprise de disposer à temps, c'est-à-dire au moment où l'entreprise en a besoin, des effectifs suffisants, avec les qualifications et les compétences suffisantes et suffisamment motivés pour réaliser les objectifs de l'organisation. Donc, pour cela, la fonction RH s'appuie sur un ensemble d'outils, s'appuie sur un ensemble de pratiques et d'outils. Parmi les pratiques, il y a la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pour mettre en œuvre cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, elle va utiliser plusieurs outils. Et on a commencé à voir la dernière fois, notamment, ce que c'est que d'abord la distinction qui est nécessaire que l'entreprise doit faire dans ces différents effectifs, les différentes notions d'effectifs. Et on a expliqué en quoi c'est important pour l'entreprise de déterminer à un moment donné quel est l'effectif dont elle dispose. C'est pour ça qu'on a fait la distinction entre effectif habituel ou théorique, entre effectif au travail, effectif présent, effectif fiscal, etc., etc. Donc, c'est pour des considérations de diagnostic de ces effectifs à un moment donné, mais aussi pour des considérations légales. C'est pour ça que je donnais l'exemple de l'effectif fiscal. L'effectif fiscal, c'est une obligation légale pour l'entreprise. Obligation légale, pourquoi? Parce que l'entreprise doit déclarer tous les salariés qu'elle a payés, même s'ils n'ont travaillé que quelques jours dans l'entreprise, elle doit les déclarer à l'administration fiscale pour payer. Elle doit déclarer les salaires versés pour payer l'IR sur les salaires, l'impôt sur les revenus salariaux. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois concernant les effectifs. Maintenant, le deuxième outil dont dispose l'entreprise, c'est la pyramide des âges. Alors, la pyramide des âges permet à l'entreprise de savoir à un moment donné quelle est la répartition par âge de sa population salariée.
Là aussi, cette répartition par âge, à un moment donné, va permettre à l'entreprise de savoir, de pouvoir faire des projections. Pourquoi? Parce que elle sait, la pyramide des âges va donner à l'entreprise des données certaines sur les départs à la retraite. Si j'ai un grand nombre de personnes qui se trouvent dans la classe d'âge des 55-60 ans, je sais que dans 5 ans, tous ceux qui aujourd'hui ont 55 ans, dans 5 ans, vont quitter l'entreprise. Donc, quand je fais de la gestion prévisionnelle, ça me permet de savoir quels sont les effectifs, en fait, dont je vais pouvoir disposer dans 5 ans. Donc, il est important pour elle de connaître quelle est, à un moment donné, quelle est sa pyramide des âges. Si, par contre, elle a une pyramide des âges où elle a beaucoup de jeunes, le problème est inverse. Le problème, c'est pas de combien elle a des personnes qui sont jeunes, mais qu'est-ce qu'elle doit mettre en place pour que ces personnes qui sont dans l'entreprise puissent avoir les qualifications dont l'entreprise va avoir besoin. Et donc, c'est un outil, la pyramide des âges est un outil qui renseigne l'entreprise sur les caractéristiques de sa population salariée à un moment donné et qui lui permet de faire des prévisions pour pouvoir faire les ajustements dont on a parlé. Ces ajustements, comme je le dis, je le répète, pour permettre à l'entreprise de disposer au moment où elle en a besoin du personnel suffisant avec les qualifications suffisantes pour répondre aux objectifs de l'entreprise. Et donc assurer la compétitivité et la performance de l'entreprise. D'accord? Comme elle fait une gestion prévisionnelle pour ses finances, elle va faire une gestion prévisionnelle pour ses ressources humaines. Comme pour faire une gestion prévisionnelle financière, elle a besoin d'outils. Pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, elle a besoin d'outils. Et donc, là, c'est ce qu'on est en train de voir à travers la pyramide des âges. La pyramide des âges, et on a différents types de pyramides des âges qui peuvent exister dans l'entreprise. On a ce qu'on appelle une pyramide des âges sous forme de champignon. Alors, pyramide des âges sous forme de champignon, ça veut dire que le plus gros des effectifs se trouve dans les classes d'âge les plus élevées, c'est-à-dire qu'on a une majorité de salariés âgés. La pyramide des âges sous forme de poire écrasée, ben vous allez voir tout simplement, selon le schéma, ben ça va être l'inverse. Ça veut dire qu'on a une base qui est très large, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes, et plus on avance dans les classes d'âge, moins il y a d'effectifs. Il y a aussi la pyramide des âges sous forme de pelote de laine, où là, c'est, on va dire, les catégories d'âge intermédiaires qui sont moins nombreuses dans l'entreprise. Et une autre forme de pyramide des âges, on va dire, qui va être plus équilibrée, c'est ce qu'on appelle la pyramide des âges sous forme de ballon de rugby. Et donc, j'ai été, avant que ça ne soit déconnecté, j'étais en train de voir avec vous les avantages et les inconvénients de chaque type de pyramide et ceux qui vont aider l'entreprise à mettre en œuvre les ajustements nécessaires. D'accord? Donc, oui. Madame, s'il vous plaît. En bas de la pyramide, on trouve les salariés qui sont âgés. Pour la pyramide sous forme de champignon? Pour toutes les pyramides. Là. En bas. Alors, la pyramide des âges, je vais reprendre. D'accord. Regardez, pyramide des âges. La pyramide des âges, ça permet de représenter la répartition par sexe et âge de la population à un instant donné. D'accord? Et cette pyramide des âges, elle est représentée comment? On va mettre les effectifs horizontalement et les âges verticalement. Et on va
catégories d'âge les plus jeunes aux catégories d'âge les plus âgés. D'accord? Et donc, à partir de là, quand on a tracé notre pyramide des âges, on peut avoir différentes formes de pyramide des âges. Donc, si je prends la pyramide des âges sous forme de champignon, donc je vous ai dit en bas, c'est les catégories d'âge les plus jeunes, et en haut, c'est les catégories d'âge les plus élevées. Donc, quand on a une pyramide des âges sous forme de champignon, ça veut dire qu'on a une majorité de salariés qui sont âgés, parce que c'est le haut de la pyramide qui est le plus large. C'est-à-dire, en termes d'effectifs, on a plus de personnes au niveau des classes d'âge les plus élevées. Par contre, quand on est dans la pyramide des âges sous forme de poire écrasée, bah vous voyez que la base de la pyramide, elle est très large. Ça veut dire que les effectifs, la majorité des effectifs se trouvent dans les classes d'âge les plus jeunes. Et plus on avance dans les classes d'âge, et moins on a d'effectifs. Pour la pyramide sous forme de pelote de laine, c'est au niveau des classes d'âge intermédiaires. Classe d'âge intermédiaire, c'est-à-dire ce n'est pas ceux qui sont proches de la retraite, ce ne sont pas non plus les classes d'âge les plus jeunes, où il y a un manque d'effectifs. Et j'expliquerai après quels sont les avantages, les inconvénients pour chacune de ces pyramides. Et en fait, on peut dire que la pyramide qui serait plus ou moins équilibrée, ça serait la pyramide sous forme de ballon de rigorine. Parce qu'on voit que finalement, les classes d'âge sont relativement équilibrées. Donc, si je reviens à la pyramide des âges sous forme de champignon, d'accord? La caractéristique, comme je l'ai dit, de cette pyramide, c'est qu'on a une majorité de salariés âgés. Quel est l'avantage d'avoir une majorité de salariés âgés? L'avantage, c'est que ces salariés, comme ils ont passé ils sont restés longtemps dans l'entreprise, donc on peut supposer qu'ils ont une forte expérience expérimentée. Et donc, on peut considérer que l'entreprise a un niveau de compétence élevé. L'avantage aussi, c'est que si l'entreprise veut faire des ajustements, c'est-à-dire si elle a besoin de faire des ajustements entre ses besoins en ressources et ses effectifs, elle n'a pas besoin, c'est-à-dire que si elle est en sureffectif, par exemple, si elle est en sureffectif, elle n'a pas besoin de licencier. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des départs à la retraite qui vont équilibrer. Les besoins avec les ressources avec les besoins. Par contre, l'inconvénient d'une pyramide des âges où on a une majorité de salariés âgés, c'est que l'entreprise va avoir de grandes charges salariales. Tout simplement, pourquoi? Parce que plus vous restez longtemps dans l'entreprise, plus vous avez de l'ancienneté dans l'entreprise et plus les salaires ont tendance à augmenter. Donc, les salaires des personnes dans ces catégories d'âge vont être supérieurs à ce qu'on pourrait trouver dans une pyramide des âges où on a une majorité de jeunes. Une majorité de jeunes, c'est-à-dire qui ont moins d'expérience, qui ont moins d'ancienneté et donc dont les salaires vont être, dont les charges salariales ne vont pas être aussi élevées. Par contre, un autre inconvénient aussi de la pyramide des âges sous forme de champignon, c'est que la productivité peut être inférieure dans certaines branches. Pourquoi? Parce que plus on a de personnes âgées, ça dépend des secteurs d'activité. Par exemple, si on a un grand nombre de personnes très âgées dans des métiers qui sont des métiers très physiques, d'accord? Plus on a de personnes âgées sur ces métiers-là,
plus la productivité va baisser un peu avec l'âge. Donc, tout cela, ça permet à l'entreprise de savoir qu'est-ce qu'elle doit mettre en place. Quels sont pour avoir une pyramide équilibrée, pour tenir compte des avantages et des inconvénients, qu'est-ce qu'elle doit mettre en place? Surtout quand elle est dans cette démarche de gestion prévisionnelle. Okay? Donc, le risque aussi avec une pyramide des âges qui est vieillissante, c'est-à-dire on a beaucoup de personnes âgées, c'est qu'il peut y avoir une résistance au changement. Hein? Résistance au changement, c'est-à-dire les personnes qui ont passé très longtemps dans l'entreprise, qui arrivent à la fin de leur carrière, en général, résistent un peu au changement. On a toujours fait comme ça, par exemple. Hein, c'est des gens qui vont vous dire, on a toujours fait comme ça, pourquoi on va changer? Je vais prendre un exemple plus simple. Si vous voulez introduire, si l'entreprise veut introduire la digitalisation dans l'entreprise, les jeunes sont plus favorables à cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans le digital, ils sont nés avec les outils digitaux, avec Internet, ils sont nés dedans, on va dire. C'est plus facile pour eux de s'adapter à la digitalisation. Mais pour les personnes plus âgées, c'est plus difficile de pouvoir s'adapter à ces nouvelles technologies. Oui. Oui, on peut former, mais écoutez, c'est plus facile. Je vais vous donner un exemple. Vous avec votre ordinateur et vos parents avec l'ordinateur. Vous voyez? Pour vous, c'est très simple. Vous connaissez tout, vous savez naviguer sur Internet, etc., etc., on peut former, bien sûr, on peut former les gens dans l'entreprise, mais il y en a qui ont pris l'habitude. On peut trouver des personnes qui ont pris l'habitude de travailler comme ils ont l'habitude de travailler. Et ils ne veulent pas forcément être formés. Ça va engendrer... Oui? Ça va engendrer des coûts supplémentaires pour la formation. Donc, c'est pas... La formation, de toute façon, c'est important, on va le voir, mais parfois aussi, il faut que les salariés veuillent bien se former. Il faut aussi que, est-ce qu'il serait intéressant de former des personnes qui sont proches de la retraite? Vous voyez, ce sont toutes les questions que l'entreprise doit prendre en compte. Il est plus facile de former peut-être des jeunes. Est-ce qu'il est, si on doit former des personnes plus âgées, comment on doit les former, etc. Est-ce que l'entreprise va engager des frais de formation pour des personnes qui vont quitter l'entreprise dans un an parce qu'ils partent à la retraite, ou parce que tout simplement aussi ces personnes-là, je suis sûre que vous avez déjà entendu dans votre entourage des personnes dire je vais partir bientôt à la retraite, j'ai pas besoin de j'ai plus envie de faire l'effort, ou je n'ai pas besoin d'être formée, etc., etc. Et c'est pour vous donner des exemples simples. Pour dire, voilà, quels sont les avantages et les inconvénients d'une pyramide des âges sous cette forme-là. Mais non, le plus gros inconvénient d'une pyramide sous forme de champignon, c'est-à-dire on a un nombre élevé de personnes âgées avec des niveaux peut-être d'expérience élevés, c'est que si l'entreprise n'anticipe pas ses départs à la retraite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces personnes, quand elles vont quitter l'entreprise, il va y avoir des départs massifs à la retraite, c'est-à-dire il va y avoir de nombreux départs à la retraite. Si l'entreprise n'a pas préparé ces départs-là, n'a pas préparé la relève, elle risque de perdre son niveau d'expérience, son niveau de compétence. Pourquoi? Parce que les personnes, quand elles quittent l'entreprise, elles emmènent avec elles leur expérience. Donc, il faut préparer la relève. Et pour préparer la relève, il faut du temps. C'est pour ça que faire une gestion prévisionnelle, anticiper
est important pour l'entreprise. Vous comprenez? Voilà, donc vous comprenez l'intérêt pour le gestionnaire des ressources humaines de bien de mettre en place ces outils. Donc, avoir une pyramide des âges va renseigner sur quelles sont les actions à entreprendre pour avoir les ressources nécessaires au moment où l'entreprise va en avoir besoin, avec les qualifications nécessaires et, si possible, en optimisant les coûts salariaux. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'entreprise cherche aussi l'optimisation salariale. Il ne faudrait pas que ces ressources humaines lui coûtent beaucoup. Si elles lui reviennent très cher, l'entreprise, là aussi, risque de ne pas être compétitive. Donc, tout cela, ça se prépare à l'avance. Parce que, je le dis à chaque fois et je le répète, les êtres humains, ce n'est pas comme des machines qu'on peut remplacer du jour au lendemain. Elle est obsolète. On va l'enlever et on va ramener une nouvelle machine. OK? Les individus, c'est leur gestion s'inscrit plus dans la durée, c'est-à-dire ça prend du temps pour mettre en place les ajustements nécessaires qui concernent ces ressources humaines. D'accord? Donc ça, c'est la pyramide des âges permet aussi de voir quel est l'état des ressources humaines et de prendre en compte les actions nécessaires. Donc, on a vu les avantages et inconvénients de la pyramide des âges sous forme de champignons. Maintenant, la pyramide des âges sous forme de ce qu'on appelait poire écrasée, on va dire que c'est strictement l'inverse de la première. Ce qui constitue les avantages de la pyramide sous forme de champignons, on va dire, va constituer un peu les inconvénients de la pyramide des âges sous forme de poire écrasée. Alors, on a dit l'avantage de la pyramide des âges. Oui. Ça veut dire quoi en général? Oui. Alors, comment on va représenter la pyramide des âges? Qu'est-ce qu'un conflit générationnel? Et la troisième question, est-ce que l'entreprise doit recruter quand elle a un nombre de personnes dans les classes d'âge supérieures, c'est-à-dire un nombre de salariés âgés? C'est ça vos questions. Alors, comment on représente la pyramide des âges? C'est très simple. Vous avez horizontalement, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous mettez d'un côté les effectifs en nombre, OK? Vous avez horizontalement, vous avez les effectifs et les âges verticalement. C'est-à-dire, si je prends allez, on va dire des classes d'âge de 20 à 25 ans, combien j'ai de femmes, combien j'ai d'hommes qui sont dans cette classe d'âge de 20 à 25 ans. Je prends de 25 à 30 ans, combien j'ai d'effectifs dans la classe d'âge de 25 à 30 ans, et ainsi de suite jusqu'à 60 ans, puisque l'âge limite de départ à la retraite est de 60 ans. D'accord? Et donc, ça nous permet, si vous savez ce que c'est qu'un histogramme, vous avez fait un peu de statistiques, vous savez ce que c'est qu'un histogramme. Hein? Vous pouvez faire ça sur Excel, c'est très simple. Et donc, quand vous tracez le contour de cet histogramme, ça peut vous donner soit une pyramide sous forme de champignon, soit une pyramide sous forme de poire écrasée, etc. C'est juste une représentation, mais c'est un histogramme que vous faites et c'est les contours de cet histogramme qu'on appelle sous forme de champignon ou de poire écrasée et autres.
Donc, ça, c'est la réponse à la première question. La deuxième question, est-ce que quand on a une majorité de salariés âgés, est-ce qu'il faut recruter? Il va falloir recruter si l'entreprise n'a pas en interne les personnes qui vont prendre la relève de ceux qui partent à la retraite. Ça dépend des besoins de l'entreprise. Parfois, l'entreprise, si elle n'est pas sur des projets de développement très importants, elle n'a pas besoin d'avoir plus d'effectifs. Ben, le départ à la retraite va être une solution pour elle. Oui. Donc, ça dépend du niveau d'activité de l'entreprise, ça dépend des projets, etc. Et donc, c'est en fonction de ça qu'elle décide. C'est compris? Maintenant, la troisième question, conflit générationnel. Conflit générationnel, ça veut dire que quand on a des personnes très âgées et qu'on a des jeunes, il peut y avoir un conflit entre la façon de faire des jeunes et la façon de faire des plus anciens. Et ça peut créer ce qu'on appelle des conflits générationnels. Vous avez un jeune peut-être qui vient avec des idées nouvelles, lui parce qu'il est né dans la technologie, il veut beaucoup utiliser la technologie, peut-être que les plus âgés ne sont pas intéressés, etc. Vous avez on a des expressions dans notre dialecte qui expriment bien ça. Est-ce qu'un jeune religieux féminin, vous voyez, c'est des conflits. Pourquoi? Parce que l'entreprise, c'est un organisme social. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens, et ça dépend bien sûr de la culture de l'entreprise, bien sûr, ça dépend des valeurs de l'entreprise, ça dépend de la culture, mais c'est des personnes qui sont ensemble dans une entreprise et qui forment un groupe social. Vous allez vous sentir plus proche des jeunes, vous partagez les mêmes valeurs des jeunes de votre génération. Vous comprenez que ces valeurs peuvent être différentes des valeurs de la génération de vos parents ou des valeurs de la génération de vos grands-parents. Chaque salarié qui vient dans l'entreprise, il vient aussi avec son bagage culturel et avec ses valeurs. Vous comprenez? Et donc, il faut faire vivre tout ce monde-là ensemble de manière à ce qu'il y ait le moins de conflits possible pour répondre aux besoins de l'organisation. C'est ça qui fait la complexité de la gestion des ressources humaines. Mais autrement, c'est de la gestion. C'est de la gestion, mais c'est la gestion d'un facteur qui est un peu spécifique, l'être humain. Donc, on peut revenir maintenant à la pyramide sous forme de poire écrasée. Alors, pyramide sous forme de poire écrasée, on a dit, là, caractéristique, on a une majorité de salariés jeunes. Ça veut dire, on va prendre par exemple le cas d'une entreprise qui a recruté en masse des jeunes. Alors, l'avantage d'une pyramide sous forme de poire écrasée, c'est qu'on va avoir une masse salariale allégée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'années d'expérience dans l'entreprise et il n'y a pas encore eu beaucoup d'évolution de carrière, etc., qui vont avoir une incidence sur la masse salariale. Donc, on peut avoir une masse salariale qui est plus allégée que celle qu'on va avoir dans une pyramide sous forme de champignon. Bon, on va dire que l'avantage aussi, ça va être le dynamisme. On suppose que les jeunes vont être plus dynamiques. Bon, ça dépend des secteurs d'activité, par exemple. Bon, dans des secteurs d'activité, par exemple, qui nécessitent de la force physique, vous avez peut-être des jeunes qui vont avoir une productivité plus élevée que des personnes plus âgées dans ces mêmes secteurs-là, enfin, qui nécessitent plus d'efforts physiques dans le travail. À titre d'exemple, ce que je le donne à titre d'exemple. L'inconvénient, c'est qu'on va avoir, comme c'est des jeunes,
on a une pyramide des âges majoritairement composée de jeunes, donc avec un faible niveau d'expérience, il y a risque d'avoir un faible niveau de compétence parce qu'il n'y a pas encore l'effet d'expérience. Vous comprenez? Donc, le risque, c'est qu'il y ait, on peut se retrouver avec un niveau de compétence plutôt faible. D'accord? Et pour élever ce niveau de compétence, l'entreprise doit investir énormément, doit investir beaucoup en formation. Donc, on va voir des coûts de formation très importants. Et si je recrute des jeunes maintenant, d'accord? Si j'ai beaucoup de jeunes et que je les forme, qu'est-ce qui va se passer? Ces jeunes vont vouloir évoluer, avoir des promotions. Donc, l'entreprise doit prendre en compte ces éléments-là. Ces jeunes, si j'ai une pyramide des âges où j'ai beaucoup de jeunes, est-ce que je vais pouvoir assurer dans le futur les promotions auxquelles ils ont droit ou auxquelles ils aspirent? Vous comprenez? Donc, il est important de prendre ça à l'avance. Si l'entreprise ne décide pas suffisamment à l'avance de qu'est-ce qu'elle va faire, à l'avance de ce qu'elle va faire de ces jeunes quand ils vont évoluer, enfin quand ils auront passé quelques années dans l'entreprise. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que ces personnes auront suffisamment d'expérience, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont quitter l'entreprise et elles vont aller chercher des promotions ou une évolution de carrière dans d'autres entreprises. Donc, c'est pour ça que l'entreprise doit aussi Maintenant, la pyramide des âges sous forme. Oui. Oui, je vous entends. Pardon, madame. Ne parlez pas tous à la fois, s'il vous plaît. Laissez votre camarade terminer. Oui, quelle est votre question? Oui. La jeunesse des salariés, est-ce qu'elle pourrait... J'ai pas bien compris la question, mais est-ce que c'est parce qu'on a des jeunes, est-ce que ça va poser des problèmes pour renouveler un peu les... En principe, non, s'il y a la formation, parce que les jeunes sont, vont être moins réticents à la formation, etc. Parce que un jeune, quand il entre dans l'entreprise, il aspire à évoluer, il aspire à développer ses compétences pour évoluer. Donc, en fait, on peut investir en formation dans ces jeunes pour réussir les changements dont l'entreprise a besoin. D'ailleurs, vous voyez que dans la pyramide des âges sous forme de poire écrasée, qu'est-ce que je dis? La résistance au changement est faible, la motivation elle peut être élevée et il peut y avoir une adaptation au métier qui peut se faire plus facilement. D'accord? Donc, il y avait une autre de vos camarades qui voulait poser une question. Ok, je continue. Donc, la pyramide sous forme de pelote de laine. La pyramide sous forme de pelote de laine, alors, on a dit, la caractéristique, c'est qu'on va avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des salariés peu nombreux dans les classes d'âge intermédiaires. Ça veut dire que dans les classes d'âge, par exemple, de 30, 40 ans, 45 ans,
on va avoir peu de salariés. Et pourquoi ça peut constituer un inconvénient pour l'entreprise? Parce qu'en général, c'est dans ces classes d'âge-là qu'on va avoir les niveaux de qualification qui correspondent à des qualifications d'encadrement. C'est-à-dire, c'est en général dans ces classes d'âge qu'on va trouver les cadres. Et donc, si ces classes d'âge sont peu nombreuses, l'inconvénient pour l'entreprise, c'est qu'elle peut se retrouver face à des problèmes. Elle peut se retrouver face à des problèmes d'encadrement. OK? Parce que l'entreprise doit revoir sa politique de promotion parce qu'on a des jeunes et on a des plus âgés. Et donc, l'évolution ne s'est pas faite de manière à avoir des niveaux, des classes d'âge où on va trouver du personnel assez expérimenté pour occuper des postes d'encadrement. Donc là, vous voyez, on va avoir en général, quand on est dans cette forme de pyramide des âges, on va avoir un niveau de compétence moyen, on va avoir pratiquement, on est dans la moyenne dans tous les critères qui sont cochés ici. Pourquoi l'encadrement est essentiel pour une entreprise? Parce que c'est l'encadrement, c'est le personnel d'encadrement qui permet d'organiser le travail des personnes. Et si on manque de personnel d'encadrement, ça va avoir un impact sur les réalisations de l'entreprise. Et donc, juste pour prendre un exemple, si l'entreprise veut recruter, le simple fait de voir, d'analyser sa pyramide des âges peut lui permettre de savoir dans quelle classe d'âge elle doit recruter en fonction de ses besoins. Si je prends l'exemple de cette pyramide sous forme de pelote de laine, si l'entreprise doit recruter, elle devra prioritairement recruter plus de personnel d'encadrement dans les classes d'âge de 35 à 40 ans, etc. Maintenant, la dernière forme de pyramide des âges, c'est la pyramide des âges alors, pyramide des âges sous forme de ballon de rugby. Alors, je vous ai dit, c'est la pyramide des âges qui est pratiquement la plus équilibrée, puisqu'on a un équilibre dans toutes les classes d'âge. Si on dit que c'est la pyramide des âges qui est la plus équilibrée, donc pratiquement, il n'y a pas d'inconvénient. Par contre, il y a l'avantage de cette pyramide des âges, c'est qu'on a ça signifie que dans l'entreprise, il y a ce qu'on appelle une régularité des flux, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement qui se fait de la population salariée de l'entreprise entre les entrées et les sorties, qui fait que la pyramide reste équilibrée et donc en principe, répond aux besoins de l'entreprise et lui permet donc d'avoir les effectifs nécessaires dans les classes d'âge dont elle a besoin sans qu'il y ait une masse salariale trop élevée. C'est compris? Un peu. Oui, madame. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je le reprends et je continue. Oui. Madame, s'il vous plaît, ça veut dire quoi un clan générationnel? Attendez. Clan générationnel,
clan générationnel, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Les conflits générationnels, c'est-à-dire qu'on peut avoir des clans. Les plus âgés peuvent constituer des clans à part et les jeunes des clans à part. Il peut y avoir des conflits à ce niveau-là. D'accord? Maintenant, votre deuxième question, mademoiselle, je n'ai pas entendu la question, vous pouvez la répéter, je n'ai pas compris. Elles devraient, pas quelle pyramide des âges elles adoptent. C'est qu'est-ce qu'elles devraient adopter comme pyramide des âges. Mais la pyramide des âges, elle dépend de la politique de recrutement de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle a? Par exemple, quand on a une pyramide des âges sous forme de champignon, ça veut dire que l'entreprise, pendant un certain temps, elle a recruté et puis elle a arrêté ses recrutements. Donc, c'est les mêmes personnes qui sont restées dans l'entreprise sans que l'entreprise recrute de nouvelles personnes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que elle se retrouve avec du personnel âgé. Donc, ça dépend aussi de la politique de l'entreprise de manière générale. Quand on a une pyramide des âges sous forme, comme on a une pyramide des âges sous forme de poire écrasée. Ça veut dire que pendant l'entreprise, pour réduire les frais salariaux, a recruté essentiellement des jeunes. Et donc, contrainte majeure à quoi? La seule contrainte, c'est s'il vous plaît, éteignez-vous. La contrainte qui se pose pour l'entreprise, c'est comme je vous l'ai dit, c'est s'il y a des départs massifs, quand on a une pyramide des âges qui est vieillissante, si on a des départs massifs à la retraite, alors que les besoins de l'entreprise en salariés est important et qu'elle n'a pas préparé la relève. Ça veut dire que l'entreprise, si ces personnes partent, si on a de nombreux départs à la retraite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'entreprise perdra son niveau d'expérience. Pourquoi? Parce que si elle n'a pas préparé la relève, c'est-à-dire ceux qui vont succéder à ceux qui partent, elle va se retrouver avec une perte de compétences, une perte d'expérience. D'accord? Ça, c'est la contrainte majeure. La deuxième contrainte, si elle a une masse salariale trop élevée, la masse salariale trop élevée peut avoir un impact sur sa compétitivité. Et c'est pour ça que parfois les entreprises font des départs à la retraite anticipée pour alléger un peu cet aspect-là. Ou c'est pour ça que les entreprises font des départs négociés. On va prendre un exemple. Actuellement, qu'est-ce qui se passe dans le secteur de l'aéronautique, enfin dans le secteur de l'aviation? Qu'est-ce qui avec cette pandémie, avec la crise du coronavirus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu pratiquement le trafic aérien, il a considérablement diminué. Il s'est même arrêté pendant plusieurs mois. Si vous suivez un petit peu l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé avec le personnel de la Royal Air Maroc? Ça n'a pas été des départs négociés. Des départs négociés. D'accord? La différence entre un départ négocié et un licenciement, c'est-à-dire un départ négocié, c'est-à-dire que vous vous mettez d'accord avec la personne pour qu'elle quitte l'entreprise moyennant une indemnité.
Ben, l'entreprise a été contrainte du fait de ce qui s'est passé dans l'environnement qui a impacté. Hein. La pandémie, on va dire, c'est une crise qui a impacté l'entreprise et qui a fait que du fait de la baisse du trafic aérien, l'entreprise ne pouvait plus garder l'ensemble de son personnel. Parce que même si le trafic aérien reprend, que la crise s'arrête maintenant et que le trafic aérien reprend, il ne reprendra pas au niveau auquel il était. Ça va demander au moins 2 années, d'après les prévisions qui sont faites, ça va demander au moins jusqu'en 2023 pour qu'ils reprennent le niveau d'avant. Donc, compte tenu de cela, l'entreprise ne peut pas continuer à avoir des charges trop élevées. Donc, tu es obligé de négocier des départs. Quand on va négocier des départs, avec quelle personne il est plus intéressant de négocier des départs? Ben, déjà, c'est plus facile de faire partir ceux qui viennent à peine de rejoindre l'entreprise. Bon, parce que c'est, enfin, on va dire, c'est plus facile de les faire partir. Bon, on va mettre fin à tout ce qui est contrat à durée déterminée. Ça c'est facile. Mais pour les plus anciens, ben, on va négocier des départs avec ceux peut-être qui sont proches de la retraite, ou même s'ils ne sont pas proches de la retraite, ben, on va enfin, en tout cas, c'est dans ces classes d'âge-là qu'on va plus négocier des départs. Ça permet, même si on va leur verser des indemnités maintenant, mais ça va permettre d'alléger la masse salariale de l'entreprise. Donc, ça va permettre de baisser les charges de l'entreprise, parce qu'elle a des charges fixes. Par exemple, ne serait-ce que l'entretien des avions qui restent au sol. C'est énormément de charges. D'ailleurs, c'est pour ça que aussi, elle n'a pas uniquement négocié des départs avec son personnel, mais elle a aussi vendu des avions. Oui? Donc, c'est des situations dans lesquelles, qui sont contraintes par un environnement de crise, qui ont amené l'entreprise à prendre ces décisions. Ça peut être d'autres situations qui amène l'entreprise à devoir adapter ses ressources à ses besoins. C'est compris? Oui, madame. Oui, madame. C'est elle qui va effectivement en fonction, qui devrait, en fonction, la pyramide des âges, c'est-à-dire que si moi, responsable des ressources humaines, aujourd'hui, je fais ma pyramide des âges, je vois dans quelle mesure cette pyramide des âges, elle correspond à ce dont j'ai besoin. En général, si elle est déséquilibrée, il faut la rééquilibrer. Donc, ça va me permettre de savoir quelles sont les décisions que je dois prendre pour rééquilibrer la pyramide des âges. Vous voyez? Donc, c'est un outil de diagnostic et, si vous voulez, de prise de décision. Si j'ai beaucoup de personnes jeunes, ça peut être un avantage à court terme, mais à long terme, comme je vous l'ai dit, il faudrait que l'entreprise mette en place une politique de promotion de ces personnes. Parce que si moi, jeune, qui a été recrutée dans l'entreprise, je passe 2 ans ou 3 ans et que j'ai développé de l'expérience et j'ai développé des compétences. Si je ne bénéficie d'aucune promotion, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller chercher ailleurs, n'est-ce pas? Je vais aller chercher dans une autre entreprise. Donc l'entreprise doit en tenir compte de manière, est-ce que j'ai les moyens? Et puis, en plus, elle doit se poser la question, est-ce que j'ai les moyens de faire évoluer toutes ces personnes qui sont
qui sont dans ces classes d'âge de jeunes. Parce que qui dit promotion dit augmentation des salaires. Alors, ceux que j'ai recrutés aujourd'hui, eh ben, il faut que je tienne compte de la masse salariale que cela représente aujourd'hui, mais aussi de la masse salariale que cela va représenter dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, ça permet, à partir du diagnostic, ça permet de faire des prévisions pour mettre en place des actions pour corriger les déséquilibres qui peuvent être causés par la forme de la pyramide des âges, de manière à ce qu'elle réponde aux besoins de l'entreprise. Donc, je poursuis. Je répète, on a dit le suivi, les outils qui vont permettre à l'entreprise de mettre en œuvre sa gestion de l'emploi et plus particulièrement sa gestion des emplois et des compétences, la GPEC. On a vu la notion d'effectif, on a vu la pyramide des âges. Il y a aussi tout ce qui est suivi des effectifs en ayant ce qu'on appelle une photographie à un instant T de ces ressources humaines. À travers quoi? À travers un ensemble d'indicateurs qui vont permettre le suivi des effectifs de l'entreprise. L'entreprise doit pouvoir, c'est comme pour la gestion financière, vous avez besoin d'indicateurs, vous avez besoin de tableaux de bord qui vont vous permettre de dire « Ah, attention, ici il risque d'y avoir un problème, il faut changer, quelle décision il faut prendre, etc. » Donc, l'entreprise, pour piloter, si vous voulez, tout ce qui est relatif à ses effectifs, doit avoir des indicateurs et un tableau de bord, si vous voulez, de pilotage de l'emploi. Alors, les principaux indicateurs qui permettent à l'entreprise de faire le suivi des effectifs. Il y a tous les indicateurs qui sont relatifs à l'emploi, ce qu'on appelle les ratios de l'emploi. Puis, il y a ce qu'on appelle les ratios de structure. La pyramide des âges, on l'a vu. Puis, les ratios de flexibilité et les ratios d'activité et de productivité du personnel. Alors, je vais m'arrêter sur les ratios de l'emploi. Sur les ratios de l'emploi, ce sont tous les indicateurs qui permettent à l'entreprise de connaître quels sont ses effectifs moyens, quels sont tous les mouvements du personnel en termes d'entrée et sortie, etc. Et donc l'entreprise peut élaborer ces indicateurs ou ces ratios. Je prends un exemple. Les mouvements du personnel, les entrées et sorties. L'entreprise peut, à travers des indicateurs simples, savoir quel est le niveau de renouvellement de sa population salariée. Si je prends le nombre le nombre d'entrées moins le nombre de sorties sur l'effectif total ou l'effectif moyen, j'ai un indicateur simple de taux de renouvellement de ma population salariée. Si j'ai plus de départs que d'entrées, ou si j'ai plus d'entrées que de départs, etc. Donc, ça rejoint ce que je vous avais dit. Ça permet de savoir est-ce que l'entreprise va dans le bon sens ou pas de ce qu'elle doit faire. Vous avez, si je prends le taux de turnover, je prends un taux de turnover, l'entreprise peut élaborer ce qu'on va appeler un taux de turnover et qui va l'orienter dans ce qu'elle doit faire.
le nombre, par exemple, si elle prend le nombre de départs au cours de l'année sur le nombre de recrutements qui ont été faits sur le nombre de départs au cours de l'année sur le nombre d'effectifs recrutés au cours de la même année. Et sur les personnes que j'ai recrutées, combien j'en ai gardé sur l'année. Et ça, c'est un indicateur qui peut me dire est-ce que ma politique de recrutement est bonne ou pas, ou alors je n'arrive pas à garder le personnel que je recrute. C'est un exemple. Et les effectifs moyens. Les effectifs moyens, c'est l'entreprise, comme on a vu d'ailleurs les différentes notions d'effectifs sur l'année. Sur l'année, l'entreprise, pour tenir compte des variations des effectifs, elle peut calculer les effectifs moyens. Les effectifs moyens, c'est l'ensemble des effectifs sur les 12 mois divisé par 12. OK? Ou ce qu'on peut dire, les effectifs en début de période, c'est-à-dire au 1er janvier, plus les effectifs en fin de période, c'est-à-dire au 31 décembre de la même année, sur l'effectif total. Donc, calculer ou raisonner sur la base de l'effectif moyen permet de ce qu'on appelle lisser les variations saisonnières. Mais ça permet aussi de se comparer par rapport aux autres entreprises. Pourquoi il est important de se comparer par rapport aux autres entreprises? Si en termes d'effectifs, si deux entreprises qui ont le même niveau, par exemple, de production, mais l'une a besoin de plus d'effectifs qu'une autre, peut-être qu'elle est moins performante, elle est moins productive, d'accord? Pour réaliser la même production, une entreprise utilise plus de personnel que l'autre. Ça veut dire que le niveau de productivité est faible. Vous comprenez? Donc, vous comprenez pourquoi elle doit avoir ces indicateurs. Il y a les ratios de structure. Alors, pour les ratios de structure, c'est tous les indicateurs qui permettent de dire par catégorie d'emploi. Par exemple, combien j'ai de salariés, hein, le nombre d'ouvriers non qualifiés sur l'effectif total. Le nombre d'ouvriers qualifiés. Ce sont des indicateurs. Des indicateurs. Si je prends le taux d'encadrement, par exemple, hein, le taux d'encadrement me dit combien, est-ce que j'ai un encadrement suffisant par rapport, par exemple, à mes besoins. Hein. Si j'ai un taux d'encadrement très faible ou si j'ai un taux d'encadrement qui par rapport à mes besoins est correct ou pas. Oui. Combien j'ai de personnel qualifié. Donc, ça permet de savoir sur l'effectif global, est-ce que j'ai un niveau de qualification suffisant par rapport aux besoins de l'entreprise. Et je vous renvoie à l'exemple. Je vous renvoie à l'exemple. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Je disais, ces indicateurs permettent à l'entreprise de savoir, de connaître ses ressources humaines, de connaître les différents ratios qui vont lui permettre, en fait, qui vont lui permettre, si vous voulez, d'élaborer un peu le tableau de bord pour le pilotage de ses effectifs. Donc, là, je vous ai donné un peu quelques ratios, mais la prochaine fois, je vous donnerai des indicateurs avec leur explication. Enfin, je vous ai donné des types de ratios ou d'indicateurs dont l'entreprise va avoir besoin. La prochaine séance, je vous donnerai des exemples de calcul de ces différents indicateurs. D'accord? Donc,
si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là pour aujourd'hui.